Ce film sur les chasses traditionnelles est particulièrement d'actualité. Elles sont au cœur d'un débat et d'une polémique entre les opposants et les partisans de ces chasses. Ce film a la volonté et l'intention de démontrer que ces chasses, ne sont pas une atteinte à la biodiversité et à l'état de conservation des espèces. Et que deuxièmement, ces chasses sont ancrées dans des territoires, dans un patrimoine culturel qu'il serait criminel d'éradiquer et d'effacer. Il faut que cette transmission de génération en génération puisse perdurer. Nous sommes maintenant en Provence, dans le Var plus exactement, et nous allons rencontrer une famille de chasseurs qui va nous parler de sa passion pour la chasse de la grive et en particulier pour la capture des appelants à la glu. Malheureusement, ils ne peuvent plus la pratiquer, mais ils nous diront la magie de ces chasses et de ces instants passés dans les collines provençales. Bon Stéphane, un grand merci. Je crois que tu nous accueilles sur un lieu qui est cher à ton cœur, qui est pas un lieu de vie, mais presque, c'est ça? Presque un lieu de vie, parce que mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père ont bâti ce poste. On y chasse depuis maintenant plusieurs générations, avec l'autorisation du propriétaire. Donc c'est très agréable pour moi de venir y chasser. J'ai souhaité te montrer exactement en quoi consistait, on va dire, une installation de chasse à capture à la glu. Ouais, donc c'est ça qui compte, c'est je pense le plus important. Donc tu as bien vu qu'on a commencé par l'installation des cages. Et moi systématiquement je les numérote parce que chacune a sa place et j'installe toujours la première à des endroits bien précis. Non seulement il y a une réglementation précise pour la capture à la glu, mais il y a aussi un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quelle grive à n'importe quel endroit, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que dès lors que je vais commencer ma première saison de chasse, la grive que je vais installer à tel endroit, je vais toujours l'installer au même endroit. Voilà, la saison, c'est de quand à quand? Le gros du passage chez nous, dans le Var, on va dire, c'est de début octobre. Ouais. Tout le mois d'octobre, c'est vraiment la grosse saison du passage. Ensuite, il faut attendre un petit peu pour l'arrivée des siffleuses vers début novembre, fin octobre, début novembre. Et puis après, on espère les litornes en décembre, mais généralement, le gros du passage, c'est au mois d'octobre. Oui, et puis alors, quelle grive chasse-t-on? Généralement, ici, beaucoup la musicienne au mois d'octobre, oui. Beaucoup la musicienne. Ensuite, on peut voir passer quelques draines aussi au mois d'octobre. Et puis après, comme je disais, les merles bien évidemment, mais après arrive un peu plus tard, au mois de novembre, décembre, les mauvisses, les litornes. Et les litornes en fin de saison, mauvisses et litornes. Beaucoup moins que dans le 04 ou dans le 84. Le Vaucluse, c'est le plus beau département pour la grive, mais je ne suis pas objectif. Donc, on va aller voir l'installation ensuite. Oui. Très technique. Alors évidemment, il s'agit d'une installation simulée, puisque malheureusement, on ne peut plus capturer à la glu. Malheureusement, le mot est faible. Voilà, malheureusement. Mais on va voir le déroulé complet d'une installation. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu ce à quoi servent tous les outils et les oiseaux qui vont être mis en place. Une fois que les cages sont installées, je vais installer mes gluaux. Alors comme vous pouvez le constater, il y a différents positionnements de gluaux. Vous avez ceci. Alors par exemple, dans le Vaucluse, on appelle ça les pouvadous. Nous, on appelle ça une barre, mais bon. Et donc on installe ces gluaux systématiquement, vous voyez, on met une cage assez proche des gluaux pour les inciter à venir se poser dessus. Ça aussi, c'est un art. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre ma cage loin de mes baguettes de glu. Je vais les poser de façon à les inciter à venir se poser dessus. Le but, dans un grand environnement de nature, c'est ça qui est magnifique dans l'art de ce mode de chasse, c'est de parvenir, par les appelants et par le chilet, à les inciter à venir se poser sur ces gluaux. Voilà. Donc là, vous avez ces barres-là. Vous voyez, c'est des barres simples. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des cimaux. Alors, on a deux systèmes de cimaux. Vous avez ce cimau
basculant et ce cimo basculant. Donc ceux-ci, je les installe au sol, je n'ai qu'à les relever pour venir en haut des cimes de mes arbres. Et ensuite, j'ai un chariot, on va dire avec une grive dessus, que j'ai fabriqué, et c'est ça que je dis aussi tout à l'heure, c'est que nous avons une cabane qui est construite un petit peu en mode d'enfant, on revient dans l'enfance, et ensuite il y a toutes des installations qu'on bricole. Moi j'ai fabriqué ce chariot avec des câbles, des piquets, et puis un cimo aussi, et puis ça me permet de mettre une grive tout en haut de l'arbre. Comme je le disais, il faut qu'elle soit le plus proche possible des baguettes. Donc paf, j'en mets une sur mon chariot, je monte mon chariot avec mes gluaux, et là vous avez tout un panorama. C'est-à-dire que ce soit du sud, de l'ouest, tous les oiseaux peuvent venir en cime des arbres et là on a une chance de pouvoir les coller. Le but du jeu, c'est de parvenir à les inciter à venir se poser le plus près possible de ces baguettes de glu. Voilà, ça c'est ce mode de chasse. Ensuite, bon, ben évidemment, il y a des limitations. Nous, dans le Var, par exemple, sur les barres dont je vous ai parlé, nous sommes limités à 2 mètres. Dans le 0,4, c'est 4 mètres. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 1 mètre parce que c'est une différence de végétation. Là aussi, tout s'explique. Il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, mais tout s'explique. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. On tient compte de la nature, de la végétation, de l'environnement. C'est le plus important. Et donc, on est limité aussi à un certain nombre de baguettes à poser. On ne doit pas dépasser également, une baguette ne doit pas dépasser 70 cm de long. Donc il y a toute une réglementation. C'est pour ça qu'on dit qu'entre le moment où ça dure depuis des millénaires, ce mode de chasse, mais entre ce moment où ça a été créé et maintenant, il y a eu quand même une évolution. Nous, on n'est pas fermé, personne n'est fermé à l'évolution de cette chasse, mais de là à l'interdiction, je pense qu'il y a un juste milieu. On est ici dans une très belle Provence, on est dans le Var de l'intérieur. Où exactement? On est entre Pignan et Flassan. Pignan et Flassan, voilà. Nord de Toulon. Nord de Toulon, est de Toulon. Nord-est de Toulon. Donc, comme je le disais, dans un domaine privé, avec un propriétaire qui a donné les autorisations à mon arrière-grand-père depuis le temps. Donc c'est toujours un plaisir de venir chasser ici. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que la grive. Pour nous, il n'y a que la grive parce qu'on pratique, on va dire, ce mode de chasse qui est le poste en général, qui peut être le poste au tir ou le poste, on va dire, à la capture à la glu. Donc ce sont 2 chasses qui pour moi sont complémentaires. On peut pas, si on ne peut pas capturer d'oiseaux, on ne peut pas pratiquer la chasse au poste avec des appelants. Donc voilà. La glu, c'est arrêté. Maintenant, il reste des appelants aussi quand même. Des appelants qui avaient été déjà capturés et que vous avez l'autorisation de garder, c'est ça? Oui, pour l'instant, on espère que ça va durer. On n'a pas d'interdiction pour détenir des appelants. Donc moi, chez moi, j'habite à la Valette du Var. Nous avons avec mon père construit une volière dans laquelle nous mettons nos appelants tout au long de l'année. Alors bien évidemment, comme l'être humain, il y en a qui meurent, il y en a qui restent en vie quelques années. Là pour l'instant, avec ce que nous avions parvenu à capturer précédemment, nous les avons conservés et nous les utilisons pour continuer à pratiquer la chasse au poste. Mais un jour ou l'autre, si nous n'avons plus l'opportunité de pouvoir encore à nouveau gluer, nous n'aurons plus d'appelants. Il n'y aura plus d'appelants. Si tu devais donner une définition courte et synthétique de la capture à la glu, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce serait pour moi déjà une passion qui se bâtit de génération en génération avec quand même le souci, quoi qu'on en dise, de l'animal. Le souci de l'animal, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour capturer de l'oiseau. On est là pour séduire un oiseau, arriver vous savez, quand vous avez vu l'installation, vous allez voir l'installation, quand un oiseau, vous avez vu tous les espaces qu'il y a, la nature telle qu'elle est, et que vous avez par bonheur un oiseau qui vient se coller sur un bâton, ben franchement, c'est beau. Et là, vous êtes enthousiaste et puis vous êtes émerveillé. En fait, la chasse à la glu, pour moi, c'est l'émerveillement. Voilà, si on doit synthétiser pour moi, c'est l'émerveillement, parce qu'on redevient dans une âme d'enfant. C'est quoi en fait la chasse? On construit une cabane comme quand on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, comme je l'ai fait, comme mes enfants le font. On construit une cabane, comme on l'a tous fait. On est là pour essayer de mettre un bâton et d'espérer pouvoir faire par le charme de nos appelants, par notre charme à nous qui chillons, arriver par bonheur à faire poser un oiseau sur une baguette de glu.
c'est tout. J'ai entendu un mot important, chiller. Chiller. Vous chillez aussi? Oui, modestement, je chille. Modestement, je ne fais que la musicienne, ce que je m'efforce à faire. Mais évidemment, comme je m'occupe aussi également des concours de chiller dans le Var et puis dans tous les départements, toutes les régions, je suis aussi très émerveillé par ceux qui ont le talent, on va dire le don de pouvoir, et le travail aussi, parce que ce n'est pas qu'un don, de pouvoir arriver à imiter au plus près l'oiseau. On revient aux oiseaux. À l'époque où on pouvait encore la pratiquer, combien vous arriviez à capturer d'oiseaux à la glu sur une saison? Alors, on a toujours été quand même bâti sur des quotas. Ouais. Quand moi j'ai commencé à gluer, on avait droit à 11 oiseaux. Sur une saison? Sur une saison, 11 oiseaux. Mais nous n'avions pas, à l'époque, ce qui est arrivé dans les dernières années où nous avons pu gluer, nous n'avions pas de bagages. C'est-à-dire on n'avait pas à baguer l'oiseau, on avait un quota de 11, on n'avait pas de carnet, 11 oiseaux, il fallait s'arrêter à 11 oiseaux. Bon. Ensuite, il est venu se greffer les bagues. Et en même temps que les bagues, on est passé de 11 à 5. 5 oiseaux sur une saison, c'est ça? 5 oiseaux sur une saison qui va du 1er octobre au 15 décembre, généralement. Donc sur 2 mois et demi, 5 oiseaux. Donc, bon, ceci, je vais vous dire une chose. Quand vous avez une batterie, moi généralement, quand je parle d'une batterie, c'est le nombre d'appelants. Pour moi, le varie entre 9 et 12, généralement. Je tourne un nombre d'appelants à peu près le même. C'est vrai que, bon, comme on dit, il y a des oiseaux qui décèdent par la vieillesse, il y a ceux qu'on relâche, bien évidemment, et le but de la glu, c'est d'arriver à renouveler, on va dire, petit à petit, notre cheptel d'appelants. D'accord. C'est le but. Oui, bien sûr. 5 oiseaux, on parvient tout juste à avoir un turdidé par catégorie. Une musicienne, une novice, une draine, une licorne en merle. On va pas loin, hein? Non. On va pas loin. Donc c'est là qu'on se rend compte, lorsque en juin dernier, je crois, la glu a subi une décision défavorable du Conseil d'État. On se rappelle de la phrase de Barbara Pompili qui a dit « une grande avancée pour la biodiversité ». On se demande en quoi la biodiversité était attaquée par des captures aussi minimes. Exactement. C'est-à-dire quand on voit, évidemment, il y a des études scientifiques qui ont été menées, parce qu'on ne peut pas utiliser que le côté scientifique que quand ça arrange les uns ou les autres. Mais il faut quand même s'y référer. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous avons une population de turdidés énorme. Presque, je crois, 750 millions, quelque chose comme ça. En Europe. En Europe, hein, en Europe. Je précise en Europe. Il faut savoir que la migration vient généralement chez nous, à 85%, me semble-t-il. Monsieur Jean-Claude Ricci pourra mieux vous le dire que moi, mais 85% de Russie. Bon, sur l'ensemble de la région, donc des 5 départements concernés par la capture au gluo, ça représente à peu près 30 000 oiseaux. Et c'est-à-dire 0,001% de la population globale. C'est infime. Donc je ne vois pas pourquoi Mme Pompili a le culot, pour moi j'appelle ça un culot, de prétendre qu'il s'agit d'une avancée phénoménale pour la biodiversité. Stéphane, tu es gentil, j'ai dit autre chose que culot à ce propos-là. Mais restons polis. On va aller voir maintenant une installation, le matériel nécessaire, l'art d'installer tout ça, et un art qui n'est pas arrivé comme ça. C'est le produit d'un héritage. D'un héritage, exactement. Le mot est important, d'un héritage. Un héritage. Arrêter tout cela, c'est interrompre cet héritage, cette chaîne, et interrompre et faire mourir un patrimoine. C'est-à-dire, quand on parlait d'héritage, c'est-à-dire que la beauté aussi de ça, de cette mode de chasse, ou de toutes les chasses, c'est de transmettre à nos fils l'héritage de nos pères. Si aujourd'hui nous ne parvenons plus à ça, à quoi on sert? On a toujours besoin, moi j'ai été un fils avant d'être un père, mais j'ai pris conscience de ce qu'était un fils et j'ai appris à devenir père. Mais je suis devenu père parce que mon père, lui à son tour, et c'est ça qu'est-ce qui restera? Si on n'a plus ça, il restera les jeux vidéo, la télé, c'est tout ce qui restera. Nous aujourd'hui, on est dans un univers aujourd'hui, alors on va nous dire, oui mais vous tuez, c'est un plaisir. Non, c'est pas un plaisir. Est-ce qu'une passion, déjà, il y a quelque chose que je me pose depuis des années, est-ce qu'une passion s'explique? Est-ce que quelqu'un un philatéliste va parvenir à vous transmettre ce qu'il ressent de coller un timbre sur un papier? Je ne sais pas. Et la comparaison entre ce que tu arrives à transmettre à tes enfants
et ce que d'autres ne font pas et en les laissant devant la télé est assez important. Ça me rappelle la phrase d'un penseur qui disait il y aura bientôt 2 générations ou 2 types d'hommes, ceux qui sont éduqués par la télévision, ceux qui sont éduqués par les livres. Pour le paraphraser, on peut dire il y a aussi ceux qui sont éduqués par et dans la nature. Et là, on a des enfants qui sont heureux parce qu'ils sont éduqués par et dans la nature. Par et dans la nature. Et puis, bon, il y a quelque chose que tu as dit qui est fondamental, c'est-à-dire il y a ce que nous enseigne, c'est toute la nuance qu'il y a entre la connaissance et le savoir. Il y a ce qu'on nous enseigne, ce qu'on va apprendre à l'école, ce que des professeurs vont nous inculquer ou nous éduquer. Et puis ensuite, il y a ce que la vie, la famille, le patrimoine, les racines, l'identité d'une région va pouvoir nous transmettre. Après, bon, il faut y être sensible. Moi, comme je dis à mes enfants, ne vous forcez pas à venir chasser avec moi si ça ne vous plaît pas. J'ai par bonheur la chance qu'ils sont réceptifs à ça. Tant mieux. Mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas, pour être dans cet univers-là, pratiquer ce qu'on pratique, il ne faut pas pousser beaucoup. Non. Alors certains vont vous dire, oui, mais vous n'avez pas besoin de faire ça, vous pouvez marcher dans la nature, vous pouvez faire des randonnées. Mais comme je vous ai dit, est-ce qu'une passion s'explique ? Non. Ça ne s'explique pas. Par contre, excusez-moi, ce qui me pèse énormément, c'est que je me résignais jamais. Je me résignerai jamais. Par contre, ce que je supporte plus, c'est de devoir défendre en permanence, expliquer. On s'use à expliquer alors que ils veulent pas. Ça ne sert à rien d'expliquer à des personnes qui sont fixées dans une seule vérité. Ça ne sert à rien. Voilà. Et puis on y reviendra, mais ce qui est important de noter aussi, c'est qu'en dehors de la passion, et il y a des termes importants, c'est les termes patrimoine, les termes héritage. On est ici au cœur d'un patrimoine culturel régional, du patrimoine provençal, et ça, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est une des pierres de l'édifice du patrimoine provençal, ce n'est qu'une des pierres, mais c'en est une. Et à force de casser les fondations, la maison va s'effondrer. C'est ça le gros problème. Mais elle va s'effondrer, mais elle s'effondre déjà. Et puis, je me pose vraiment une question. Tout à l'heure, tu parlais de littérature. Je veux dire, à ce moment-là, il faut peut-être déchirer certaines pages qu'a écrites Marcel Pagnol, puisqu'il fait référence à la chasse à la glu, à la chasse aux grives. On y arrivera, on y arrivera. C'est quand même un patrimoine, et c'est quelqu'un qui a été quand même élu à l'Académie française. C'est un patrimoine de la Provence, Pagnol comme Giono, énorme. Énorme. D'ailleurs, Giono, il y a une très belle phrase de Giono qui dit « Peu importe la vérité pourvu que l'histoire soit belle », moi j'espère qu'elle sera encore belle longtemps. Nous l'espérons tous, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour montrer la vérité de ces chasses traditionnelles et pour les défendre. Bon les gars, voilà, là nous avons fini d'installer nos cages, nos gluaux. On va pouvoir aller dans notre poste pour espérer capturer une grive. Et alors je vous rappelle quand même bien la réglementation. La réglementation, c'est l'installation des gluaux de 7h, enfin du lever du jour jusqu'à 11h du matin. 11h du matin, il faudra tout lever. Ensuite, il faut être en permanence dans le poste pour veiller à chaque capture. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un turdidé, il faut aller le décoller, le nettoyer, le mettre en cage. S'il s'agit d'un oiseau dont nous ne sommes pas autorisés à capturer, il faut le décoller de la même façon, bien le nettoyer et ensuite le relâcher. Voilà, ça c'est vraiment les choses essentielles à respecter pour qu'on puisse pratiquer cette capture à la glu. Ça vous va? Allez, on va y aller. Là, c'est pas un filet que j'utilise. Moi, j'aime bien l'utiliser avec la trompette. Ça m'évite de faire des notes un peu hasardeuses. Mais le filet, c'est particulier parce que chacun s'approprie sa propre mélodie.
Ça vient, généralement, il ne faut pas forcer, il faut que ça vienne naturellement. Alors, il y a des écoles de Chili qui ont été créées et qui fonctionnent un petit peu dans toute la région pour apprendre un petit peu une certaine méthode, des certains rythmes, des certaines mélodies. Mais ensuite, généralement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'un peu inexplicable qui se fait naturellement. Chacun y trouve son propre son, son propre chilé, sa propre mélodie. Donc là, c'est pas mon chilé, donc je ne pouvais pas vraiment vous présenter quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais généralement, c'est quelque chose à la fois d'inné et d'acquis. C'est-à-dire on va acquérir par le savoir-faire, par la transmission également, un héritage familial, et par maintenant un petit peu des écoles, un savoir-faire, mais par contre, ensuite, on va avoir cette partie d'inné qui va permettre à chacun de créer sa propre mélodie pour parvenir à séduire au mieux les oiseaux et l'ensemble des turdidés qu'on souhaite voir se poser sur les gluaux. Voilà. Donc ce poste-là, il a été pas choisi au hasard pour la construction. Vous avez bien vu, c'est à la fois du plastique, du bois, de la moquette. Et comme je le disais, c'est une construction de cabane d'enfants, quoi. À la base, ça part de là. C'est ce plaisir-là, à un moment donné, dans un coin de forêt, on estime que là, ça va être propice. Alors pourquoi ça va être propice et pourquoi cet endroit-là? D'une part, parce qu'on s'est aperçu que dans l'environnement, il y a beaucoup de vignes. Donc on va dire propice à la pose des grives qui viennent un petit peu manger du raisin. Et également, l'environnement tel qu'il est fait là, on a un amandier, on a un chêne, et on avait malheureusement, il est tombé, mais on avait un grand pin. Ici, maintenant, on l'a agrémenté d'un faux chêne. Et donc c'est un petit peu des arbres qui, vous savez, il y a quelqu'un qui disait, ici la terre me parle. Là, c'est la même chose. Quand on se déplace, on cherche, on est en quête d'un endroit qui nous semblerait propice à pouvoir construire un poste. Ça a été le cas. Nous sommes passés, on a vu ce pin, on a vu ce chêne, l'amandier, on s'est dit, tiens, là, je pense que ça serait peut-être propice à la pose de grive ou à une migration qui pourrait être intéressante dans le coin. Donc, à partir de là, on s'est dit, allez, on va commencer une construction. Donc on a mené des panneaux, on a mené du plastique, etc. Et ça aussi, c'est très, très, très fastidieux. Alors ici, nous avons eu de la chance, parce qu'on est sur un domaine privé, de ne jamais avoir eu le poste détérioré, voire cassé, ce qui n'a pas été le cas de mon poste. J'ai un poste à La Valette où je chasse quand je suis en activité professionnelle, où systématiquement, chaque année, le poste est cassé, complètement détérioré, délabré, avec des tags. Toutes les installations que vous avez vues, et ça demande du temps. Et vous savez, une passion, quelle qu'elle soit, demande du temps, de l'énergie. Et lorsqu'on vous casse vos jouets, forcément, ça fait de la peine. Mais comme je disais, je ne suis pas résigné, je ne me résignerai jamais. Et ils peuvent le casser 10 fois, 20 fois, je le reconstruirai toujours. Voilà. Donc celui-là, ça fait maintenant des années, puisqu'il était à mon grand-père, donc il est ancien. Et mon père, il vient chasser, moi, j'y viens chasser, mes enfants aussi. Donc tout ça, c'est l'héritage de la transmission. Mais avant tout, une situation géographique doit parler, c'est un coup de cœur. Lorsque vous baladez quelque part, vous avez un coup de cœur, vous passez dans une boutique, pourquoi vous allez acheter un pull rouge et l'autre le vert? Ça ne s'explique pas, c'est un coup de cœur. Là, effectivement, après il y a la fibre du chasseur. Les chasseurs au poste à grive vont passer, vont avoir un petit peu le même ressenti, de se dire oui, effectivement, ce coin-là, il est propice. Après, c'est celui qui va avoir la chance de le construire en premier. Voilà. Donc après vous avoir présenté une simulation d'un mode de chasse, donc de capture au gluot, nous sommes revenus maintenant sur notre lieu, on va dire, de villégiature qui est le cabanon. Alors ce cabanon, il appartenait à mon arrière-grand-père, puis après bien évidemment à mon grand-père, et mon oncle, donc le frère de mon père, a pu l'acquérir des années après, c'est revenu dans la filiation.
Et donc chaque année, du 1er octobre jusqu'aux premières semaines de novembre, mon père, son frère, mes cousins viennent passer tout le mois d'octobre ici depuis des années. On prend par exemple mon cousin, il va avoir 80 ans, depuis 1958, il n'a pas loupé un mois d'octobre, donc ça fait plus d'une soixantaine d'années qu'il pratique la chasse au poste. Donc bon, ben, vous avez bien vu, on ne peut plus pratiquer la chasse à la glu, mais néanmoins on a pu conserver quand même par les pratiques précédentes des appelants. Ces appelants, on continue à pouvoir chasser, donc on continue à pouvoir venir au cabanon. Je pense que la plus grande tristesse de toutes les personnes qui partagent ce moment de partage, de convivialité, de plaisir et de bien-être, qui ne peut pas s'expliquer parce que c'est à la fois de la famille, mais c'est à la fois un esprit de camaraderie. Ce que vivent les hommes dans le partage d'une passion, ça n'a pas de prix. Ça peut être les châtaignes au coin du feu, ça peut être la partie de cartes, ça peut être la chasse le matin, ça peut être la sieste, le moment de café. Tout a son importance ici parce que la terre nous parle. La terre, vous avez bien vu l'environnement dans lequel on se trouve. Comment ne pas aimer cet endroit? Comment ne pas avoir cette attente-là toute l'année de pouvoir se retrouver tous ensemble? Et puis ça crée du lien. Pour créer du lien, il faut de la convivialité. Pour créer de la convivialité, il faut du partage. Et tout ça, ça ne s'explique pas, ça se crée. Alors, nous, plutôt que de bâtir des murs, on a préféré créer des frontières entre nous. Elles n'ont pas de prix parce que ça va de la chamaillerie à des engueulades pagnolesques, mais tout a son charme ici. Ce n'est pas que la chasse. On pourrait stigmatiser en disant ils vont 5 semaines au cabanon pour faire une tuerie. Non, c'est pas ça. C'est un contexte, c'est un environnement, c'est une ambiance générale. Mais c'est ce qui permet aussi d'agrémenter notre vie au quotidien, de rendre la vie encore plus jolie que ce qu'elle nous est offerte. Voilà. Tout ça, je pense que ça ne mérite pas d'explication. Après, vous savez, chaque fois on agrémente les choses, mais moi il y a un film que j'avais vu qui me tient à cœur, c'est Les Enfants du Marais. À la fin il est dit, il y a des choses dans la vie où on aimerait que rien ne change jamais plus. Et bien moi ces choses-là, j'aimerais qu'elles ne changent jamais plus. C'est pour ça que ça me tient à cœur de partager ces moments avec mon oncle, mes cousins, mon père, mes enfants, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien. On ne crée pas du lien devant une télé, on ne crée pas du lien devant une PlayStation, c'est pas vrai. Le lien, il se crée autour d'une table, autour d'un repas, autour d'un moment dans la nature, autour de ces moments-là, rares, précieux et inestimables. C'est grâce à toi qu'on est ici. Un grand merci d'abord de nous avoir présenté ces passionnés et passionnants. Mais tu n'es pas que entremetteur, tu es aussi président d'une association qui est l'Association nationale de la défense des chasses traditionnelles de la Grive. C'est ça? C'est ça. Je l'ai dit sans bégayer, c'est pas mal. Dis-nous quelques mots sur cette association et ton travail à sa tête. Le travail, c'est compliqué parce que c'est un travail un peu de lobby, de monter les dossiers en défense. Mais d'abord, pourquoi cette association, dans un premier temps? Pourquoi cette association a été créée? Elle a été créée alors qu'on n'arrivait pas à chasser au 20 février. L'IMPCF travaillait sur les comptages. D'accord. Et donc on voulait mettre en avant justement la migration, les problèmes que l'on rencontrait, que les chasseurs de grives rencontraient. D'accord. Voilà. Au départ, ça a été ça. D'accord. Et puis sont arrivées les attaques sur les arrêtés au Conseil d'État. Oui. Et voilà. Donc, le développement s'est fait là-dessus. Donc, cette association est faite pour défendre, promouvoir et expliquer que la chasse traditionnelle de la grive n'est pas un danger pour la biodiversité et pour l'espèce. Comme disait Stéphane tout à l'heure, non, elle n'est pas en danger. Déjà, les populations de grives ne sont pas en danger. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'Observatoire des migrateurs, qui est de la science participative. On demande aux chasseurs justement de nous rentrer leur remontée d'informations terrain sur la migration et l'hivernage, et ensuite la reproduction aussi.
donc, parce qu'on a besoin d'éléments. Ensuite, on a une partie exposition dans les salons pour expliquer ce que sont les pratiques, toutes les pratiques. Et on a l'autre partie qui est la partie relation avec les élus, expliquer aussi aux élus, parce que le trois quarts ne savent pas ce que sont nos pratiques. Et puis, il y a toute la partie juridique aussi. D'accord. Donc, expliquer la chasse traditionnelle de la grive au grand public, expliquer et défendre cette chasse auprès des élus de manière à ce qu'ils relaient ça jusqu'au gouvernement, j'imagine. Oui, à tous les niveaux, voilà. Des politiques à tous les niveaux. D'accord. Et puis aussi l'aspect scientifique qui permet de défendre les chasses, toutes les chasses. Toutes les chasses traditionnelles. Et ne pas, exactement, le but est de ne pas laisser la place uniquement aux anti-chasses. Oui. À nos Khmers verts, comme tu il m'arrive de le dire, en effet. Il m'arrive de le dire. Mais ne pas leur laisser le seul. D'ailleurs, il y a un arrêt là qui est intéressant du Conseil d'État, c'est de dire que la LPO n'a pas le monopole de la biodiversité. Oui. Eh bien voilà, l'observatoire c'est ça. Non, il n'y a pas qu'eux qui peuvent faire des comptages. C'est à nous aussi à le faire. Et les chasseurs le font depuis très longtemps, mais voilà. Ce n'est pas reconnu. Voilà. Mais il faut continuer à le faire. Tout à fait. Bon, Eric, en tout cas, un grand merci à la fois pour ces explications, pour la mise en relation, et puis de nous avoir emmenés dans ce petit coin de paradis quand même, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'en est pas loin. Merci à toi, Denis. Bonne chance et merci pour tout ce que tu fais et pour ton aide aussi. Merci à toi. Monsieur Jean-Claude Ricci, directeur scientifique de l'IMPCF, va nous dire pourquoi l'opposition à ces chasses traditionnelles n'est pas fondée sur la science, ni sur du concret, mais simplement sur un dogme. Il étudie ces populations d'oiseaux à la tête de l'Institut depuis environ 30 ans. C'est la personne la mieux placée pour démontrer le côté dogmatique de l'opposition à ces chasses traditionnelles. Alors, effectivement, toutes les chasses traditionnelles, quelles qu'elles soient, sont toutes régies par l'article 9.3 de la directive de 1947, directive oiseaux, et elles doivent toutes correspondre et remplir 3 critères essentiels. Elles doivent être sélectives, elles doivent donner lieu à une exploitation judicieuse en petite quantité, et elles doivent être strictement contrôlées. Toutes les chasses traditionnelles françaises répondent à ces 3 critères. Alors j'en veux pour preuve que toutes se pratiquent à poste fixe, donc elles peuvent être strictement contrôlées par les services de police de l'environnement. L'exploitation judicieuse en petite quantité, donnons quelques exemples. La Commission européenne en 2008 donne le critère de calcul de la petite quantité, qui est donc de nature à ne pas porter atteinte à l'état de conservation de ces espèces, et le situe à 1% de la mortalité naturelle. Pour les turdidés, en règle générale en France, les quotas qui avaient été accordés en 2017, et qui étaient le double de ceux proposés après, représentent bien moins qu'1% de la mortalité naturelle. Et je rajouterai un autre chiffre, c'est que ne serait-ce que les gluons en Provence représentent 0,01% des effectifs de turdidés européens. Ce qui signifie que pour l'ensemble des chasses traditionnelles, il n'est pas question de pouvoir penser un instant, lorsqu'on est objectif, lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on a des chiffres, et nous avons tous ces chiffres, que ces chasses-là peuvent porter atteinte à l'état de conservation des espèces concernées en Europe. Par ailleurs, je me souviens d'une intervention de Mme Pompili, notre ministre de l'écologie, suite à l'arrêt des conseils d'État, et avoir affirmé que c'était une avancée, cette condamnation était une avancée pour la biodiversité. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. C'est à la fois soit un mensonge, soit de l'incompétence, mais on a les preuves pour démontrer que ces prélèvements ne portent pas atteinte à l'état de conservation des espèces cibles, et que deuxièmement, et de surcroît, ces actions de chasse traditionnelles s'accompagnent nécessairement par les pratiquants d'entretien des milieux ouverts.
qui sont, et tous les scientifiques d'Europe le savent, liés à la conservation des espèces protégées. Les milieux ouverts sont synonymes de maintien de la biodiversité. Donc là, condamner ces chasses, c'est effectivement condamner l'entretien des milieux ouverts aussi. Alors, parlons plus en détail de la chasse traditionnelle qui consiste donc à capturer des grives, des turdidés, grâce à des gluots, pour les capturer, conserver vivants et les utiliser comme appelants. Bien évidemment, on a mis en place tout un réseau de surveillance des populations. Et ce réseau donc, de surveillance des populations nous montre que les effectifs sont en excellent état de conservation. J'en veux pour preuve toutes les stations bioacoustiques que nous avons installées dans le bassin méditerranéen. Nous partons de la Grèce, de l'Italie, Corse, Baléares, Espagne, couloir rhodanien, et y compris même le nord de l'Italie. Ces stations qui fonctionnaient toutes les nuits pendant 4 heures et qui nous permettent donc d'apprécier l'importance des flux. Deuxième outil aussi, l'Observatoire national synégétique et scientifique citoyen. Vous avez ici là une communication au Congrès international des biologies du gibier de 2017 qui s'est tenu à Montpellier. Pour ce qui concerne les turdidés, l'ensemble des chasses traditionnelles, toutes captures confondues, c'est-à-dire les tenderies dans les Ardennes, les tendelles en Aveyron, Lozère et les gluots en Provence, représentent 0,01% des effectifs européens après reproduction. Il est clair que là, on peut très facilement démontrer, scientifiquement, que ces chasses traditionnelles sur les espèces turdidées, qui, rappelons-le, concernent le merle noir et 4 espèces de grives, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'état de conservation des effectifs de ces populations en Europe. Alors, concernant la grande famille des turdidés, merle noir et grives, 4 espèces de grives qui sont concernées par les gluots, par les tenderies, par les tendelles, nous avons 2 synthèses européennes à notre disposition, celle du BirdLife de 2004 et celle du BirdLife de 2015. Sachez qu'entre ces 2 périodes, les effectifs européens de turdidés ont augmenté en moyenne de 30 à 50 millions d'individus. On était entre 400 et 650 millions d'individus en 2004. On est passé à 450, 750 millions d'individus en 2015, selon donc les estimations du BirdLife International. Répétons-le encore une fois, les chasses traditionnelles et les quotas, y compris même ceux attribués avant 2017, représentent 0,01% de ces effectifs européens et ne sont pas de nature à mettre en péril les espèces et à porter atteinte à l'état de conservation des populations européennes. Et je dirais en plus que ce savoir-faire culturel, ce savoir-faire rural, qui s'est transmis de génération en génération, nous montre bien que depuis qu'il est en application, on a des faits historiques qui remontent à l'époque romaine, à l'époque grecque, n'ont jamais mis ces espèces-là en péril. D'autant qu'en ce qui concerne les gluots, il est tout à fait possible, et cela est fait régulièrement, de libérer un oiseau non cible, c'est-à-dire n'appartenant pas à la famille des turdidés, de le nettoyer et de lui rendre sa liberté, ce que font tous les tendeurs conformément à la réglementation en vigueur.